Vladimir Poutine dit avoir un plan pour arrêter la guerre en Ukraine. Une proposition qu'il vient de faire qui a choqué beaucoup de personnes. Войска должны быть полностью выведены из Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Причем, обращаю внимание, именно со всей территории этих регионов в пределах их административных границ, которые существовали на момент их вхождения в Украину. Как только в Киеве заявят о том, что готовы к такому решению и начнут реальный вывод войск из этих регионов, а также официально уведомят об отказе от планов вступления в НАТО, с нашей стороны незамедлительно, буквально в ту же минуту, последует приказ прекратить огонь и начать переговоры. J'espère que ça va très bien, je suis en plein voyage, c'est très beau, très évidemment, on partagera avec vous peut-être très bientôt quelques images de ce que je suis en train de vivre actuellement, c'est merveilleux. Merveilleux. Je pense que si vous avez un peu de chance, un peu de capacité, il faut voyager dans la vie. Il faut voyager. Comme mon père me disait, je me souviens, il y a très longtemps, qu'à part les études, voyager est une chose très importante qui vous aidera à agrandir, élargir votre capacité de réflexion. C'est immanquablement vrai. Incroyable. Donc, en Russie, le président Poutine vient de faire une proposition sur comment arrêter la guerre en Ukraine. Ces propositions ont choqué de personnes, beaucoup de personnes. Le média russe a rapporté que le président Vladimir Poutine exigeait le retrait complet des troupes de quelques territoires de l'Ukraine. Monsieur Poutine veut le retrait des Ukrainiens de Donetsk, de Louhansk, de Zaporizhzhia et de Kherson, et dit après lesquels il faudrait que l'Ukraine aussi arrête ses ambitions de joindre l'OTAN. Donc l'Ukraine devrait renoncer à ses ambitions de faire partie de l'OTAN. Et aussitôt que c'est fait, M. Poutine promet qu'il donnera l'ordre à ce que ces militaires quittent et que la guerre s'arrête. En effet, cette histoire arrive pendant que l'Ukraine et beaucoup d'autres pays européens se réunissent en Europe pour discuter sur la paix en Ukraine. Ils ont donc construit un programme à travers lequel ils vont discuter sur comment avoir la paix en Ukraine, mais sans la Russie. No country wants peace more than Ukraine. But let us be honest, peace is more than the absence of war. It is true, peace in Ukraine cannot be achieved without involving Russia. But let us not forget that, as we speak, Russia continues to relentlessly wage its brutal war. Bon, logiquement parlant, quand deux personnes sont en guerre ou deux personnes sont en difficulté, et vous voulez être médiateur, qu'est-ce qui se passe? Vous appelez la personne A, vous appelez la personne B, vous les asseyez autour d'une table pour avoir une discussion, n'est-ce pas? Et essayez de trouver la paix. Vous ne le faites pas entre vous, pendant que vous essayez de résorber un problème entre deux personnes tierces, n'est-ce pas? Deux personnes ont des problèmes, ils ne se parlent plus, ils se battent, ils sont en difficulté, leurs familles sont en guerre, vous voulez résoudre cette histoire, qu'est-ce que vous faites? Vous les appelez tous ensemble, vous les mettez autour du table pour parler, ou vous allez entre vous, parler entre vous, cherchant une paix entre deux personnes. Alors la Russie a fermement rejeté ce fait, disant que c'est une perte de temps et une perte de dollars. Comment est-ce que des pays européens peuvent aller s'asseoir quelque part, essayant de résoudre une histoire qui concerne la Russie sans la présence de la Russie? Les Américains ont rejeté la demande de la Russie. Poutine a occupé illégalement un territoire ukrainien souverain. Il n'est pas en mesure de dicter à l'Ukraine ce qu'elle doit faire pour instaurer la paix. Évidemment, ils ont trouvé ça complètement absurde, disant que ce n'est pas à la Russie de décider sur quel terme devrait se poser cet agrément. Donc, allez vous faire en d'autres termes. Nous allons livrer une guerre économique et financière totale à la Russie. Nous allons donc provoquer l'effondrement de l'économie russe. Je pense qu'il est important de comprendre ici sur quelle position est basé M. Poutine. Comment ça se fait que depuis tout ce temps, il ne perd pas le contrôle? Il ne semble pas perdre le pouvoir ni la force. Après la pression internationale qui subit son pays, après les accusations à la Cour d'appel internationale, après tout ce qui se passe, la guerre, la fourniture des armes aux Ukrainiens, l'autorisation de Joe Biden, de la France et de l'Allemagne de bombarder à l'intérieur de la Russie. Pourquoi la Russie ne se courbe pas finalement? Ce qui est apparemment évident sur le terrain est que la Russie est en train de gagner le terrain. Ils sont militairement en train de gagner le terrain dans l'Ukraine. Et quand militairement on gagne le terrain, et qu'économiquement, les sanctions qui ont été infligées au pays ne semblent pas vraiment faire ce qu'ils étaient censés faire, on se sent fort finalement. Imaginez-vous, on vous dit, bon, tu ne mangeras plus ici désormais, tu vas, puisque tu es un enfant orphelin, tu ne mangeras plus ici, va te débrouiller. Et vous trouvez un endroit où pouvoir vous régaler, manger à votre faim. Ça vous donne le pouvoir, n'est-ce pas? Après avoir eu certainement peur,
peur de mourir affamé, peur de dormir dehors. Finalement, vous trouvez quelque part votre asile sur comment manger et dormir. Donc, vous perdez, vous voyez un peu, c'est comme si quelqu'un vous disait, si tu fais encore ça, je te chasse de ma maison. Si tu fais comme ça, tu viens en retard, je te chasse de la maison. Tu ne fermes pas la porte. Et puis finalement, vous faites quoi? Vous commencez à trouver un moyen de pouvoir vous en sortir au cas où un certain jour on vous dirait pour de vrai, je sors de la maison, n'est-ce pas? Et avoir ce moyen-là vous donne le pouvoir. Et c'est à travers ce pouvoir qu'aujourd'hui la Russie a ce pouvoir de pouvoir dire, malgré les sanctions que nous subissons, on s'en fout, on va avancer. En réalité, les experts déterminent que l'économie de la Russie a grandi pendant cette guerre, qu'elle n'avait grandi avant la guerre. On prévoyait que l'économie allait s'effondrer. On prévoyait des années de disette, des années d'asphyxie pour la Russie. Et voilà que les dernières prévisions du FMI de croissance nous disent tout le contraire. Non seulement la Russie ne va pas plonger dans la récession, mais sa croissance dans les 2 ans qui viennent pourrait être supérieure à celle de l'Union européenne ou des États-Unis. Et dans leur projet de pouvoir s'éclipser de l'utilisation du dollar, ils sont encore de plus en plus en train de mettre la pression, d'ajouter l'enflement sur leur propre monnaie. En d'autres termes, beaucoup d'experts pensent voir une certaine frustration à travers les dirigeants européens et occidentaux en général, parce que les sanctions n'ont pas eu leur effet. On l'espérait très vite, après les sanctions, voir une Russie agenouillée. Mais ce n'est pas le cas. Apparemment, le pays avance. Donc, M. Poutine voudrait, on va essayer de voir un peu rapidement, que les Ukrainiens quittent les territoires de Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson. Pourquoi? Parce que Donetsk, Louhansk, Zaporijia et Kherson sont des territoires plutôt russophones. Okay? C'est l'Ukraine, évidemment. Mais ce territoire est plutôt russophone. Parce que les personnes qui vivent dans ce territoire parlent russe. Maintenant, est-ce que ça veut dire que ça fait partie de la Russie? Point d'interrogation. On ne sait pas vraiment le dire. Le simple fait que les gens parlent russe ne veut pas essentiellement dire que c'est russe. La partie est russe. Mais les Russes estiment que les Ukrainiens n'aiment pas les gens de cette partie. Est-ce une information vraie? Point d'interrogation. Ou de la propagande? On ne sait pas. Mais ce qu'on peut établir est que M. Poutine avait été accusé et envoyé à la Cour de justice internationale. On a libéré le mandat d'arrêt international. C'était pourquoi? C'était parce que M. Poutine avait déplacé les enfants de cette région. Les enfants ont été emmenés en Russie. Et d'après les Russes, la raison pour laquelle ces enfants ont été déplacés, c'est parce qu'ils sentaient un danger évident qui arrivait à travers la guerre. Donc, comme les Russes combattaient les Ukrainiens dans ce terrain-là, et que les Ukrainiens répliquaient, ils avaient l'impression que le bombardement dans ce territoire se faisait de manière sans vraiment réfléchir. Parce qu'évidemment, ce sont les russophones. Ils seront, d'après les Russes, probablement pro-russes. C'est très important que les enfants se sentent totalement membres de la Russie, qu'ils se sentent ici sur les territoires russes comme des citoyens à part entière. Évidemment, pour ceux qui viennent de la République de Donetsk, elle reste leur terre bien-aimée. Nous ne parlons pas d'adoption, mais d'accueil. Donc, ça ne sert à rien de s'inquiéter, on va bombarder comme on veut, puisque ceux qui vivent dans ce territoire sont russophones, ils sont certainement pro-russes. Alors, c'est la raison pour laquelle, d'après les Russes, ils ont décidé de bouger les enfants de là pour les emmener en Russie. Maintenant, a-t-il raison de dire que l'Ukraine doit libérer cette partie qui appartient anciennement à la Russie? Et ces gens qui vivent là choisissent de faire partie de la Russie. Point d'interrogation. Et même si ces personnes choisissaient de vouloir faire partie de la Russie, ont-ils naturellement le droit de le faire? Disons, si ces personnes ne sont pas naturellement descendants des vrais Ukrainiens, ont-ils raison de dire, comme nous sommes russophones, habitons ces terres depuis longtemps, maintenant nous décidons de faire partie de la Russie? Là, évidemment, est un travail historique de grande envergure qui doit être fait. Ce qui est important ici est que nous voyons un groupe de pays puissants qui se mettent ensemble contre un autre pays puissant. Mais pas seulement un groupe de pays puissants, on voit des individus. Parce que le vrai reflet de ce conflit occidentaux-russe est en effet un conflit d'ego. C'est plus les dirigeants dans leur ego personnel, leurs intérêts financiers personnels qui représentent cette guerre que des pays tels que les États-Unis, la France, la Belgique, l'Allemagne, l'Angleterre, qui sont en effet contre la Russie. Parce que bon, voyons. M. Biden ne représente pas tous les Américains. M. Macron ne représente pas l'opinion de tous les Français. En effet, beaucoup de Français sont contre cette guerre, contre l'idée d'envoyer des armes et autoriser aux Ukrainiens de bombarder la Russie. En effet, il y a beaucoup d'Allemands qui veulent en réalité voir la Russie et les Européens se mettre ensemble, discuter, trouver des solutions à l'amiable. Parce qu'il est trop facile d'avoir une mentalité va-t-en-guerre du moment qu'on sait qu'aucune personne de sa famille ne fera partie de cette guerre. C'est plus facile d'envoyer les enfants d'autrui en guerre. C'est plus facile de dire « allez, la patrie !» pendant qu'aucune personne, ou vous n'avez aucun enfant, c'est clair. Et vous serez à 100 mètres sous-sol, protégé dans des bunkers ou des bunkers. Faites-moi savoir ce que vous en pensez. La Russie a-t-elle raison de demander la libération de ces territoires russophones pour finalement avoir la paix? La Russie a-t-elle raison de demander à l'Ukraine de ne pas faire partie de l'OTAN
pour sa sécurité. Est-ce demander de trop ou vous pensez qu'ils ont raison parce que dans ce cas, ça serait une porte ouverte, une porte défensive ouverte en acceptant l'OTAN en Ukraine serait un danger imminent pour l'existence de la Russie. Faites-moi savoir ce que vous en pensez, toujours avec beaucoup de plaisir. God bless.